Zyklon B, Einsatzgruppen, deux mots chargés de mort, deux mots associés au sang, associés aux larmes, aux cris, aux pleurs, à la sueur, aux fluides corporels. Deux mots, deux Shoah. La Shoah industrielle, qui a utilisé les gaz carboniques, puis ensuite le gaz Zyklon B. La Shoah par balle, qui a été reconnue il y a une dizaine d'années comme étant un type différent, avec entre 1 et 1,5 million de morts. Aujourd'hui, j'ai mis des lunettes comme cela de soleil, parce que c'est Yom HaShoah. Nous allons nous souvenir aujourd'hui de ce monde disparu. Pas seulement en Pologne, mais dans des centaines et des centaines et des centaines de shtetl, ou de villages, ou de quartiers. Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, les marais du Pripet, les forêts de Russie, le ravin de Babi Yar, les plages de certains pays baltes en hiver, des villages, des sous-bois, des endroits de mort. En Biélorussie, il y a eu plus de 600 Oradour-sur-Glane, plus de 600. On ne connaît pas les autres chiffres pour les autres régions. La Terre Noire, des zones de mort, des zones qui sentent la mort. Pour ceux qui sont allés à Auschwitz, vous vous souvenez peut-être de cette impression de silence morbide. On dit que même les oiseaux ne chantent pas, que même les oiseaux ne se posent pas dans cet endroit. Steven Spielberg, quand il a tourné son film, en plantant ses caméras, quelquefois, il y avait des morceaux d'os encore. En 93, 93, il retrouvait des morceaux d'os, des terres remplies de morts. Babi Yar, 33, à peu près 33 000 morts en une semaine, dans un ravin à côté de Kiev, dans la périphérie de Kiev, en Ukraine. Terre Noire. Aujourd'hui, nous allons nous souvenir de ce qui s'est passé à l'époque. Il y a une journée, nous avons été sur la place des Nations, écouter des victimes du 7 octobre. Des membres des familles des otages, 4 membres, sont venus avec les portraits de leurs chers membres de famille, 3 femmes et un homme. Et l'homme qui terminait a dit qu'il ne pensait pas que ce qu'il voyait à Yom HaShoah quand il était en Israël depuis tout petit, les cérémonies comme aujourd'hui, il ne pensait pas qu'on pourrait revivre cela. Et le 7 octobre, il le dit lui-même, il a vécu une deuxième Shoah. Il a vécu un traumatisme qu'il pensait impossible à revivre. Un traumatisme sur la terre d'Israël. J'ai parlé de Terre Noire tout à l'heure. En écho à ce jeune homme, j'aimerais vous parler de Timothy Schneider. Timothy Schneider a écrit un livre en anglais en 2015, traduit en français en 2016, qui s'appelle Terre Noire Holocauste. Je l'ai peut-être déjà dit, mais Holocauste est une mauvaise traduction qui est plutôt liée à une mauvaise compréhension, qui est le titre du téléfilm des années 78-79, 4 épisodes qui ont révélé notamment Meryl Streep. Le vrai terme qui est à employer, c'est le mot Shoah. C'est Claude Lanzmann qui a sorti le mot Shoah
qui l'a mis à la lumière et qui l'a imposé d'une certaine façon à la réalité de ce qui s'est passé pour ces plus de 6 millions de victimes. J'emploierai le mot Shoah quand je parlerai de Timothy Snyder. Timothy Snyder, dans son étude incroyable, a étudié les terres noires. Les terres noires, c'est un endroit très étrange, un endroit presque maudit entre guillemets. Le sud de la Pologne, l'Ukraine, la Russie blanche ou ce qu'on appelle maintenant la Biélorussie, une zone qui pourrait être riche du charbon, riche du blé, riche de l'agriculture, et qui est une zone de mort, de massacre, de pogrom depuis très longtemps, une zone de tension. Dans son livre qui s'appelle Terre Noire, je vous le conseille vraiment, il analyse en détail la genèse de la Shoah. Et je vais vous lire quelques passages de son prologue. Je vais garder mes lunettes en signe de deuil pour bien montrer que la Shoah, c'est la mort qui règne. Il n'y a plus de vie dans les yeux. Et exceptionnellement, vous ne verrez pas mes yeux aujourd'hui. Dans son prologue, quelques phrases. Un écho à cette journée de Yom HaShoah. Nous nous souvenons des victimes partout en Israël. Pendant quelques minutes, tout le pays va s'arrêter. Mais sommes enclins à confondre commémoration et compréhension. Le mémorial du 6e arrondissement de Vienne s'appelle « Se souvenir pour le futur ». Il y a quelques années, j'avais fait un drache à Paris où j'avais pris un article qui parlait de cela. En Allemagne et en Autriche, le travail de souvenir consiste à mettre un pavé recouvert un peu doré avec le nom, le prénom et la date d'arrestation ou de mort des personnes juives devant leur adresse, là où ils ont été arrêtés avant d'être envoyés à la mort ou tués sur place pendant la nuit de cristal. C'est un travail qui permet de se remémorer. Et quand on marche dans les rues de certaines villes, Vienne notamment, on peut voir ces petits pavés différents. On peut s'arrêter et se remémorer les personnes qui ont vécu à cet endroit dans les années 30. Et ici, Timothy Snyder parle de Vienne, du 6e arrondissement. Se souvenir pour le futur. Devons-nous être si sûrs maintenant qu'une Shoah, j'ai changé le mot, lui il utilise Holocauste, qu'une Shoah est derrière nous, qu'un avenir reconnaissable nous attend? Nous partageons un monde avec les bourreaux oubliés et les victimes commémorées. Le monde change. Rendez-vous compte, il a écrit cela en 2015 en anglais. 2015, il écrit « Le monde change ». Qu'est-ce qu'il écrirait maintenant? Le monde change, réveillant des peurs qui étaient familières au temps d'Hitler et auxquelles Hitler répondit. Toujours cette histoire des peurs, des manipulations. L'histoire de la Shoah n'est pas terminée. C'est exactement ce que disait le jeune homme. Malheureusement, il nous l'a dit, place des Nations, à Genève, hier, vers 17h30. Je revis une autre Shoah. L'histoire de la Shoah n'est pas terminée. Son précédent est éternel. Ses leçons n'ont pas encore été assimilées. Le précédent de la Shoah est éternel. Il remonte à tellement, tellement longtemps. Snyder poursuit. Je vais essayer de passer la page suivante, ce qui n'est pas évident avec un livre électronique. Il poursuit en disant, quelques pages plus loin, la vision du monde hitlérienne n'a pas produit la Shoah toute seule, ce n'est pas vrai. Mais sa cohérence cachée a engendré de nouvelles sortes de politiques destructrices et une connaissance nouvelle des meurtres de masse dont les hommes sont capables. Le 7 octobre. Et la dernière phrase de son prologue est tellement frappante pour nous en ce jour de commémoration.
La Shoah n'est pas seulement histoire, elle est aussi avertissement. Un avertissement. C'est comme cela que nous devons nous souvenir. Ce monde existait avant 1939. Oui, il y avait des difficultés, mais ce monde existait et il a été balayé en quelques années. Des kibboutz, des villages, des familles, des vies existaient en Israël avant le 7 octobre. Peut-être des photos identiques dans les jardins du kibboutz avec plus de verdure bien sûr et plus de jaune à cause du désert. Et cela a été balayé en quelques heures. Oui, nous sommes appelés à nous souvenir de ce qui s'est passé. Se souvenir de ce qui s'est passé, c'est l'appel que nous avons. N'hésitons pas à faire brûler une bougie du souvenir. Nous en avions déjà parlé lors du 19 avril pour le ghetto de Varsovie. Maintenant, comme en Israël et comme dans beaucoup d'endroits, souvenons-nous, à travers une bougie qui brûle, de toutes ces personnes. Certaines personnes que vous voyez là ont terminé peut-être dans une chambre à gaz ou un camion. Avant la chambre à gaz, c'était avec des camions, le pot d'échappement, ou peut-être dans une fosse quelque part. Ce n'est pas facile de se souvenir des gens. J'ai cité 2 sortes de Shoah, 2 méthodes différentes. Pour la méthode industrielle, il y a des sites, il y a des cartes avec des sites, il y a encore des camps qui existent que l'on peut visiter. Je vous encourage à y aller. Bien sûr, à Auschwitz-Birkenau, il y a 3 Auschwitz, le Auschwitz 1, camp de prisonniers classique, bien que le taux de mortalité soit terrible. Birkenau 2, Auschwitz 2, avec les chambres à gaz, le fameux Porsche, les fameuses rails que vous avez vues dans énormément de films. Et puis aussi Auschwitz 3 qui est lié à l'usine d'Ig Farben qui fabriquait de l'essence synthétique, là où a travaillé Primo Levi. Je vous conseille son livre, et si nous étions des hommes. En tout cas, on peut se souvenir, il y a des photos dans certains endroits. C'est beaucoup plus difficile de se souvenir pour l'autre Shoah, la Shoah par balle. Il y a un prêtre catholique, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui a fait un travail extraordinaire de mémoire. Il s'est attaché à retrouver en Ukraine, en Biélorussie, partout où c'était possible, à retrouver les fosses communes, en interviewant des paysans, en lisant des livres, en visionnant des témoignages. Son objectif est de rouvrir les fosses et de pouvoir offrir une sépulture digne de ce nom et de mettre un point sur un lieu où des gens ont été massacrés. Ce n'est pas facile de se souvenir. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont citer des noms. Peut-être il y aura des rescapés de l'Holocauste, de la Shoah, qui seront là. Nous en avons vu une hier, une femme qui a assisté à la marche de la vie. Mais pour des milliers et des centaines de milliers de personnes, plus rien que des photos, pas de nom, on ne sait même pas où ils sont. On sait simplement qu'ils ont disparu. Je voudrais, pour terminer et pour nous préparer à nous souvenir, vous parler d'un ouvrage formidable qui s'appelle Les Derniers. C'est un ouvrage paru en 2019, fin 2019, début 2020 par Sophie Naoum. Les Derniers parce qu'il y a 4 ans, elle a essayé de rencontrer les derniers survivants des camps. Il y en a de moins en moins. Je vais vous citer 2 témoignages. Ça sera un petit peu long, mais c'est important d'écouter. Écoutez attentivement. Écoutons attentivement. 2 témoignages différents. Le premier témoignage s'appelle Jacques. Il s'appelle Jacques. Je vous lis mot à mot ce qui est écrit dans le livre. À la page 106. À la page 106, il y a une photo de la rampe, à la page 107, et une photo de la grand-mère de Jacques, à la page 106. J'ai été déporté à Auschwitz-Birkenau par le convoi 68. J'y ai travaillé sur la rampe, l'endroit où arrivaient les déportés.
Je faisais partie d'un commando qu'on appelait le Canada, une sorte de comité d'accueil. On était habillés proprement, avec un costume à rayures et un petit calot. J'ai mis une chemise à rayures pour aussi se souvenir de cela, le symbole des rayures. On présentait bien, on n'avait pas trop mauvaise mine. En fait, on était des figurants, censés rassurer les nouveaux arrivants. Une fois qu'ils étaient partis, on vidait les wagons. On enlevait les paquets et quand on trouvait de la nourriture, on la bouffait en vitesse. Il fallait décharger les morts aussi. J'ai fait ce travail pendant 10 mois, tous les jours. J'ai dû voir passer sous mes yeux approximativement 300 000 personnes qui sont parties à la mort. 300 000 personnes. Et dans cette foule, un jour, j'ai vu passer mes grands-parents maternels, déportés de Tchécoslovaquie au mois de juillet. J'ai voulu partir avec eux, mais 3 copains m'ont retenu. L'un d'eux m'a dit « Si tu bouges, je t'assomme ». Ma grand-mère jouait du piano et aimait beaucoup l'opéra. Quand j'étais petit, elle m'y emmenait souvent. Deuxième témoignage encore plus poignant, à la page 114. À la page 115, il y a les photos d'Albert Vesside. À la page 114, il y a son récit. Albert Vesside. Albert est né à Constantinople, en Turquie, en 1924. Il n'est âgé que de 8 mois quand sa famille s'installe en France, à Lyon. Bientôt, il est rejoint par un petit frère. Adolescent, il travaille comme vendeur dans une boutique de tissus et fréquente le conservatoire de musique où il étudie la guitare, puis la clarinette. Arrêté sur son lieu de travail, il est emmené à Drancy où il sympathise avec la personne chargée de la benne à ordures qui fait transiter messages et objets par ce biais. C'est ainsi qu'il parvient à envoyer un courrier à ses parents pour leur dire de se cacher, cela les sauvera. Déporté à Auschwitz par le convoi 75, 75, il se prétend maçon, ce qui lui vaut d'être sélectionné pour travailler dans un bâtiment extérieur au camp, avec des Polonais. Un jour, les nazis décident de chercher des musiciens parmi les détenus juifs pour constituer un orchestre. Albert passe une audience avec succès. L'orchestre d'Auschwitz, dont il est désormais le clarinettiste, joue le matin pendant le long départ au travail des déportés et le soir à leur retour. Le reste de la journée, il répète dans une salle située sur le bordel d'Auschwitz, une autre des distractions que s'étaient accordées les nazis dans le camp, parmi lesquelles figurent aussi les concerts du dimanche en famille. Albert échappe de justesse aux marches de la mort. Après la guerre, on lui diagnostique un pneumothorax. Il perd un poumon et ne pourra plus jamais jouer de la clarinette, mais continuera sa carrière de musicien à la guitare. En 2009, pendant des travaux dans un bâtiment du camp d'Auschwitz, une bouteille en verre contenant un message est retrouvée dans un mur. Dessus sont inscrits les noms de 7 déportés, 6 Polonais chrétiens et un Juif français, Albert Vesside. Pour lui, qui ne se rappelait plus du tout l'existence de cette véritable bouteille à la mer, lancée à l'époque par les détenus dans l'espoir qu'on ne les oublie pas, c'est la plus grande surprise de sa vie. Albert est décédé en 2019, 2 mois seulement après avoir témoigné dans Les Derniers. Les Derniers. Je vous conseille ce livre. Et aujourd'hui, Zaror, souviens-toi. N'hésitez pas à écouter des témoignages, n'hésitez pas à aller dans une synagogue, à assister à une cérémonie, n'hésitez pas à acheter un livre, à ouvrir un livre où il y a des témoignages. Il y a beaucoup de francophones qui témoignent de leur survie. Un monde disparu, le monde yiddish notamment, a disparu, et pas seulement en Pologne.
Aujourd'hui, à travers notre mémoire, nous pouvons le faire revivre. Souvenons-nous de toutes ces personnes disparues. Souvenons-nous de tous ces villages, de toutes ces maisons, de tous ces quartiers disparus. Souvenons-nous de tout ce monde disparu, à la fois à l'ouest et surtout à l'est de l'Europe. Zahor.